Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. It's Friday and you know what that means. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown. Welcome to the 1187e épisode du nom. On est à Grand Rapids, Michigan, USA, à la Van Andel Arena. Au commentaire Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, chères auditrices et chers auditeurs, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Friday Night SmackDown, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois, et nous sommes une triple frite, votre combo favori. Et alors là, en plus, que du bonheur, les amis, que du plaisir, puisqu'on est une triple frite intergender. Alors je vais quand même ouvrir le bal avec le doyen, avec le vieillard. Accueillons avec bruit et fracas mon technique partenaire habituel, indétrônable, of the day, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, insubmersible, papy anti-atémie. Salut papy! Bonjour petits enfants, bonjour tonton, mais oui, je suis ton technique partenaire, ça veut rien dire, mais ça passe quand même. Mais oui, l'essentiel c'est de le dire tout haut et tout fort pour que ça grésille dans le micro. Et j'ai commencé par toi parce que traditionnellement, on fait du catch consacré à Edge, je vous le recommande, il est en ligne. Eh bien, nous recevons tout simplement notre rookie, Rowdy Letty. Salut Letty, bienvenue à la review de Friday Night SmackDown de Catch-Up. Salut tonton, salut papy, merci de m'accueillir. Alors papy, c'est ta première avec Letty. Mais oui, je viens. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle qui bousculait les codes, qui bousculait l'animation du podcast, donc du coup j'ai voulu voir et surtout écouter de mes propres oreilles. Bon Letty, t'es prête ? Tu as vu ce Friday Night SmackDown, je crois que tu as vu la version française de notre ami Christophe Ajus et Philippe Chéreau, ça tombe bien, moi aussi, et on en parlait hors antenne, et effectivement, quasiment, je me double le Friday Night SmackDown ce week-end pour le plaisir, et écoutez, il va y avoir un fil bleu tout au long de ce show, on va pas faire de mystère d'entrée, puisque à Grand Rapids, il est tout simplement prévu ce soir, le fameux RK-Bro versus The Uso pour l'unification des titres par équipe. Sans plus attendre, on va accueillir notre champion du monde unifié des mondes des poids lourds, universaire, of the world, méta, multivers, mondial de l'univers, Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et des Usos. La Bloodline est au complet. Ce soir, c'est une nuit très spéciale. Le Tribal Chief nous explique que non seulement le peuple de Grand Rapids va reconnaître son chef tribal, mais également toute la tribu, toute la Bloodline. Paul Heyman prendra le micro et va dire que, tout simplement, Roman Reigns est greatest of all time. Il pourrait vaincre n'importe qui, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold, Lesnar, Enco. Il pourrait vaincre tout le monde en même temps s'il le voulait. Bref, tout le monde sera détruit par le Tribal Chief. Il va enchaîner en nous expliquant que ce soir, c'est les Usos qui vont accomplir quelque chose d'incroyable. Ils vont détenir à la fois les titres de SmackDown et de Raw et seront les champions incontestés par équipe de la promotion de la WWE. Roman reprendra le micro, et il va dans un geste encore d'allégeance. Il va aller dire aux Usos qu'il s'attend à ce qu'ils reviennent vers eux, bien sûr, en tant que champion. Il va leur faire un gros câlin, un gros poutou du champion universel aux jumeaux, et voilà. Et la seule raison pour laquelle il exige autant d'eux de tout ça, c'est tout simplement parce qu'il les aime. Alors là, ma chère Rowdy Letty, c'est à toi que je m'adresse, parce que là on parle d'amour, et voilà, le catch, on dit souvent la violence, le sang, la bagarre, et là tu vois, on a commencé ce Friday Night SmackDown dans l'amour. Oui, dans l'amour, et surtout ils ont intérêt à ramener les ceintures, visiblement, puisque malgré le fait qu'il les aime, il leur a quand même dit soit vous revenez champion, soit vous revenez pas. Donc, ils ont intérêt, s'ils veulent pas devenir SDF, visiblement, à ramener les ceintures. SDF, vous passez un long moment à l'hôpital aussi, parce qu'on sait que Roman Reigns a des fois des accès de colère un petit peu dangereux. Donc, c'est ça.
Et du coup, c'est parce que c'est la première fois qu'on en parle dans le cadre d'une review, et comment tu ressens un peu justement toutes ces promos de Roman Reigns depuis qu'il est devenu heel là, le top heel de la WWE. Toi, t'as vu, voilà, pour le coup, son arrivée à la WWE, tout son passage en tant que babyface et toute sa carrière avec le Shield, etc. Donc du coup, maintenant, quand t'as ce mec monstrueux là qui débarque en tant que super méchant et qui détient tout l'or, ça te fait quoi comme effet? Il a de la présence, quoi. Il a du charisme, il a, oui, tout ce qu'il faut pour faire, voilà, le bon heel, le bon chef de tribu, et se faire respecter, par le vestiaire, quoi. Ouais, tu sais, il était très décrié quand il était babyface, et tu faisais partie de cette team-là? J'aimais plutôt pas mal, moi, quand il était babyface. Ouais. Toutes les- oui, j'étais un peu déçue quand il a tourné heel. Je me suis dit, Ah ah, ouais. qu'est-ce qu'ils font? Et finalement, en fait, j'aime bien. C'est ce nouveau clan, enfin, nouveau, qui est plus si nouveau que ça, d'ailleurs, mais Maintenant, ça fait j'aime 2 ans, bien. mais Voilà. effectivement, ouais. Donc ça a marché sur toi. Et sur toi, papy, ça marche, l'amour? L'amour de Roman, c'est plus de la pression que de la passion. Il les force en disant, en leur disant attention les gars, si vous y arrivez pas, vous êtes, bah voilà, vous serez peut-être plus de la famille, hein. Peut-être que je trouverai un test ADN qui prouvera que vous êtes plus de la famille d'Elias que de la mienne. Voilà, donc c'est la pression de Roman, c'est compliqué. Moi, pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée, eh ben, le Roman Face m'ennuyait parce qu'il a l'air tout pâteau et à chaque fois, il a besoin de passer en mode badass pour intéresser un poil le public. Sinon, à part bouffer de la bouffe pour chien, il faisait pas grand-chose. Et donc, son passage, il est quand même plus sympa à suivre que son passage Face à mes yeux. Poser la question parce que mon papy, le peuple de ketchup connaît largement tes opinions absolument Oui, horribles. mais je la Donc, donne quand même. donc c'est pour ça que je me suis permis de m'adresser à Letty. Allez, on enchaîne. Alors il y en avait un qui était très intéressé par ce qui se passait pendant l'opener, c'était Sami Zayn qui a mis son plus beau t-shirt de la Bloodline. J'ai aimé d'ailleurs parce que Ajus a dit qu'il était tout seul dans son cerveau à vouloir penser qu'il faisait partie de la Bloodline, et j'ai trouvé ça assez drôle. Et ça nous emmène sur un truc direct puisque tout simplement Sami Zayn il va affronter Shinsuke Nakamura ce soir. Et alors je sais pas si vous avez fait, mais j'ai l'impression que Sami Zayn on lui a un peu remixé sa musique aussi là. J'ai pas été super emballé par ça. Ah bah, tout Euh, je... est musclé, hein, de toute façon. Ouais, ça a été remixé. Shinsuke, lui, il a eu son entrée traditionnelle, mais voilà, je sais pas, Sami Zayn, ça m'a surpris. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et voilà. Et là, on va avoir, bah, écoutez, un vrai match. Finalement, Shinsuke Nakamura, quand il va faire son entrée, d'ailleurs, il va faire un petit peu quelques grimaces à la Bloodline en passant. Je serais lui quand même, je me méfierais largement. Et on est parti dans un match qui va durer 10 minutes 30. Les gars vont avoir pas mal de temps pour un peu enchaîner et se mettre en valeur. Le japonais va bosser comme presque comme jamais. Enfin, il va quasiment pas poser toutes ses signatures moves aux membres non officiels de la Bloodline. et il va même tenter de porter son Kinshasa sur Zayn, mais ça va pas marcher. Et Zayn va réussir à sortir du ring et va en profiter pour lui coller un gros Michinoku Driver. Il va remonter sur le ring, il va espérer d'ailleurs gagner par décompte à l'extérieur, notre Sami Zayn, mais ça va pas marcher parce que Nakamura remontera à 9. Remontera à 9. Zayn le sortira à nouveau, il va essayer de le jeter par-dessus les barrières d'insécurité, mais ça va pas marcher. C'est Nakamura qui va réussir à envoyer balader Sami Zayn dans la zone du timekeeper, et lorsque Zayn finira par remonter sur le ring afin d'éviter à son tour un décompte à l'extérieur, hein, et ben du haut du turnbuckle, tranquille, Pépouze, le Shinsuke Nakamura, il va coller un Kinshasa sur l'arrière de la nuque de notre Québécois barbu-rouquin favori. Et pour l'emporter, victoire 1, 2, 3 de Nakamura. Je sais pas si on doit dire victoire gratuite, à quoi elle sert ou quoi que ce soit, mais en tout cas le match en lui-même était présent, le match était là, mon papy. Et as-tu apprécié ce Japon versus Canada? C'était un match honnête, honnête entre les deux. Pas apprécié plus que ça parce que j'ai encore du mal à m'enflammer pour Nakamura qui nous a fait trop de mal par le passé. Et donc, du coup, quand je le vois sur le ring, ça me fait bizarre. Moi, la musique de Zen me dérange pas tant que ça. Alors, elle est remixée il y a très longtemps. Ça fait comme des mois maintenant qu'il n'y a plus Ouais, mais j'avais pas prêté attention, truc. je crois, en fait. D'accord. En fait, il garde en fait l'accroche des départs. Puis après, il y a un truc un peu plus classique, un peu comme tous les morceaux qui ont été refaits récemment. D'ailleurs, je sais plus. Je crois que dans le show, il y en a un autre qui a été remixé. Peut-être, c'est Ricochet. Je vais voir qu'il y a aussi il y a son morceau
qui remixait depuis peu. Mais faire de la parenthèse là-dessus pour par contre moi sur Zen, ce qui m'étonne c'est son style vestimentaire là depuis quelques temps. Alors certes c'est par le t-shirt de la Bloodline et l'afficher, mais par contre il catch plus qu'en t-shirt quoi. Donc je sais pas si c'est pour mettre en valeur le t-shirt de la Bloodline ou si juste qu'il manque de shape. Euh, c'est en tout cas ça fait zarb quoi, de le voir avec son pantalon, son t-shirt, ses cheveux, sa barbe, tout ça, ça fait limite Joe Clodo, quoi, Samy, en ce moment, là. Je sais pas il faut qu'il se ressaisisse un peu, quoi. Mais bon, à voir si ça donnera par la suite. Là, c'est vraiment de la transition avec de la sous-bloodline, en l'occurrence Sami Zayn, versus un Nakamura qui est un sous-catcheur. Donc, bah, c'est sous-intéressant pour moi. Bah, alors, Letty, le Nakamura, t'inquiète, il prend cher, mais le pauvre, il a récupéré la ceinture de plomb 2021 au Catch-Up Awards en fin d'année là, donc malheureusement, il n'arrive pas à retrouver du crédit auprès de Papy. Est-ce qu'il en retrouve auprès de toi? Pas forcément non plus, parce que Aïe, justement, aïe, aïe, aïe. j'allais dire, au moins on le voit sur un ring, c'est déjà pas si mal. Enfin, il y a déjà voilà une Il y a du amélioration progrès. par rapport. Voilà, il y a du progrès. Après, le match en lui-même était plutôt bien, j'ai trouvé. Après, j'ai quand même un peu hâte de savoir ce qu'ils vont nous faire avec Sami, parce que là, à part se balader, voilà, d'être un peu sous Bloodline, effectivement, oui, de se balader, d'essayer de rentrer, j'aimerais bien quand même, voilà, qu'il se passe un truc, quoi, parce que soit qu'il le jette, soit je sais pas, mais Ouais, voilà. qu'il existe une vraie interaction, on va dire, Ouais, voilà. avec sa ce qui pour l'instant est pas forcément le cas, quoi. C'est ça. En fait, il se balade un peu comme ça et voilà, il a des matchs, il catch, certes, mais dans quel but, voilà. Donc si je te On sait suis pas bien, trop. je sens bien que ton cœur quand même entre les deux balance plus vers Sami Zayn que vers Nakamura. Oui, quand même, clairement. Ah, c'est dur d'être pour Nakamura, quand même, hein. Ben depuis, oui, depuis qu'il était champion là, enfin voilà, avec tout ce qu'il a fait ou pas Oh, fait plutôt. ouais, ou pas C'est fait en tant que voilà, champion, en tant que Il a c'est fait ça, champion trop de mal aux intercontinental. fans, Shinsuke, là. C'est dur de lui pardonner, hein. c'est ça. Pourtant, apparemment, à Paris, il a été, si vous avez écouté la review WWE Paris avec Raphaël et Ringside, apparemment, quand même, le Shinsuke, il arrive à avoir une belle pop encore, hein. Est-ce que La c'est pas musique. lié, c'est sa musique? Ouais, voilà, ça serait lié à son À thème son song. entrée, ouais. Ouais, Mm. son theme song est tellement populaire que du coup, bon, on se dit, bon, tant pis, même si c'est Shinsuke, tant pis, on pop quand même, allez. Allez, Happy Corbin, les amis, continuons dans le bonheur, l'amour, décidément. Puisque Happy Corbin est à SmackDown et il est là pour un Happy Talk. Il est sur le ring, alors il a eu un droit à un beau décor, etc. Ringside, il y a le trophée de la Battle Royale pour André the Giant. D'ailleurs, André the Giant, on en profite pour lui faire un bisou parce qu'il aurait fêté ses 76 ans cette semaine. Alors, bah, écoutez, Happy Corbin, il est happy, mais il est avec un visage un peu stoïque, un petit peu extatique. On sent que, voilà, il y a quelque chose et du coup, il vient s'installer à côté du trophée d'André et celui de la même, d'ailleurs, on vous rappelle, qui a servi à blesser Madcap Moss. Hein. Et voilà, Happy Talks, quand même, il nous explique que, bah, il est grand, il est beau, il porte un chapeau à 20 000 $, une montre à 70 000. Bref, c'est un peu la fête. Il est content. Il s'est enfin débarrassé de Madcap Moss. Moss, il a pas su profiter de sa position au moment où il était avec Happy Corbin, avec à ses côtés, quoi. Et donc, il a pas réussi à apprécier toutes les choses qu'avait faites pour lui cet homme. Et voilà, comme un ingrat, en fait. Hein, et ben, le grand méchant loup chauve a soufflé sur Madcap Moss. Oula, il est parti à l'hôpital. Et depuis, Corbin. Bah, il fait pas grand chose d'autre parce que au final, la seule chose que va nous offrir le Happy Corbin dans ce Happy Talk, c'est non pas un invité ou une interaction avec quelqu'un. En fait, personne ne va venir parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et, et Happy, et Happy Corbin va tout simplement péter le trophée d'André de Géant, qui d'ailleurs, on vous rappelle au passage quand même, qui a été détenu par Happy Corbin, qui a gagné ce trophée lors d'un WrestleMania. Et ça sera à peu près tout. Voilà, donc Papy, écoute, brisage de André the Géant, c'est quand même pas très sympathique, moi je trouve. Hein. Ah, non, non, mais quel connard, ce Corbin. Alors, moi, je l'ai trouvé puant, détestable, mais du coup, j'ai adoré ce segment parce que je me suis dit, il a,
Et il était vraiment une ordure complète dans ce segment et ça m'a vachement plu. Je me suis dit, tiens, ça y est, ça c'est du Corbin que tu as envie de détester. Là, il est tellement détestable dans son segment au micro. Il était tellement affreux dans tout ce qu'il disait. Et derrière, il te finit en te massacrant le trophée André le Géant. Il finit avec le petit bonhomme André le Géant là dans la main là, en le, tu sais, en limite en le crachant dessus là. C'était tellement puant que ça m'a beaucoup plu de la part du Baron, enfin de l'ex-Baron plutôt de Happy là qui était détestable à souhait. Moi voilà, un heel comme ça, moi j'aime finalement parce que je trouve que voilà, t'as vraiment qu'une envie, c'est de le tarter sa tronche quoi. Je reconnais bien là le sadomasochisme de mon papy. Et toi, Letty, est-ce que tu étais en mode j'ai envie de fouetter Happy Corbin ou au contraire c'est wouh, c'est la fête du slip avec Happy Corbin? Non, pas trop. Non, après, il nous a fait, oui, du Corbin. Après le segment lui-même, bon, ben voilà, il nous a fait du bon Corbin. Enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est où ils veulent en venir, pareil, avec cette histoire, puisque, bon, ben, Moss, il est blessé, bon, ben, voilà. Et où on va? Parce que, enfin, pour moi, le dernier match, déjà à Backlash, je sais pas ce que ça faisait dans le pay-per-view, mais bon, ça aurait pu clôturer un peu la rivalité. Et je trouve que ça traîne un peu en longueur, en fait. Alors, je sais pas s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec lui après, mais ça commence à devenir un peu long, je trouve. Je comprends. Et moi, ce que je piche pas trop, en fait, finalement, c'est qu'il soit seul là dans ce truc-là. On l'a balancé sur un Apito que je sais pas, Papy, t'as peut-être une théorie, hein, mais le mec, il vient, il casse un trophée, il blablate en faisant des métaphores, bon, pas fantastiques quand même, tu vois. Et au final, il y a rien, il se passe rien, il y a personne qui vient, il y a pas d'interaction. C'était quoi le but là? Ah bon, c'est un truc de transition, c'est justement qu'il se fasse haïr avec justement que lui dans le ring, où du coup bah tu peux faire que le huer. Le temps de que alors alors je sais pas encore si c'est Madcap qui va revenir ou si c'est un nouveau face qui va s'y aller, mais clairement tu pour moi c'est Baron Corbin c'est toujours un taulier de du côté heel et il faut le démolir pour un face quoi. Alors j'aurais tendance à penser que l'histoire voudrait que Madcap revienne quand même, mais assez vite pour justement reprendre de la pop en démolissant Corbin. Et il y a le seul truc qui me perturbe, c'est la promo de Madcap avant de partir, qui elle par contre n'était pas terrible du tout. Où il nous parlait de Money in the Bank, tout ça, et Money in the Bank c'est pas demain quoi. Donc si jamais lui compte revenir dans 2 mois, ça risque d'être long d'avoir Corbin tout seul quoi. Donc c'est plus ça qui, en fait ce qui me rend perplexe, c'est plus la promo de Madcap Moss la semaine dernière que celle de Corbin de cette semaine que j'ai trouvé très bonne moi. Madcap Moss, il bruisse des breaks, il va être un peu repackagé apparemment, hein. Donc il faut Ah s'attendre ouais, certainement. Ouais. Alors je sais pas, je peux pas t'en donner plus en termes de. Est-ce que ah c'est bon. par rapport à l'alignement, par rapport à des choses comme ça? Je sais pas, mais ils annonceraient qu'il y aurait un certain repackaging de Madcap Moss, mais apparemment ils y croient fort à Madcap Moss, hein, à la WWE. Hein. Donc Mais c'est pour ça que je pensais que peut-être qu'il leur sortirait pour comment dire, pour finaliser sa pop, de leur mettre contre Corbin qui est vraiment autant t'as des gens qui aspirent le charisme, bah lui il aspire les huées quoi. C'est dès qu'il est là, t'as toutes les huées qui tombent quoi. ah oui, c'est ouais, le rôle en chef du heel, c'est déjà pas mal quoi. On continue les amis, on continue avec un match de catch. Alors la semaine dernière, ils avaient eu une interaction Drew Gulak et Ricochet et a tapé la discute et ils s'étaient fait lâchement agresser par nos amis austro-allemands. Et bah écoutez, c'est de retour puisqu'on a un match. On a Drew Gulak qui est prêt pour une session Atemi ou pas prêt au choix et qui va affronter Gunther, présenté toujours par Ludwig Kaiser. Et ça va pas rigoler. Ça va durer, ça va durer 1 minute 04 exactement. Alors Dracula qui va faire l'erreur en plus qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'il va vouloir coller lui-même un Atemi à Gunther, et donc il va réussir quand même à coller cet Atemi. Mais là, à partir de là, Gunther, il va lui choper le bras et il va lui enquiller une série d'Atemi, une powerbomb, 1, 2, 3, victoire de l'Autrichien sans coup férir, tranquille, tranquille. Mais à la fin du match, Ricky la Belleville est là, et Ricky la Belleville, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh ben, il vient aider son poteau Drew Gulak qui est dans la sauce. Et alors que Gunther, il continuait l'assaut en plus, il continuait à le tabasser quoi. Et donc ça sent peut-être, mes amis, Letty, tu vas me dire tout de suite ce que t'en penses. Un petit match pour le titre intercontinental déjà, et entre Gunther et Ricochet, pourquoi pas?
Ce serait pas mal parce que ces derniers temps, Ricochet, il a une ceinture, c'est bien, hein, mais on le voit pas très souvent. Je trouve que c'est un peu délaissé quand même au niveau des ceintures secondaires et ce serait bien. Puis je pense que ça pourrait donner des bons matchs contre Gunther, la puissance, Ricochet plus la technique, ça pourrait rendre pas mal. High Fly versus Powerhouse, moi j'aime bien Mm. aussi cette combinaison. Papy? Ouais, c'est souvent une combinaison qui est gage de succès. Je pense aussi que c'est qu'on se dirige vers un programme de Gunther de la division intercontinentale pour aller certainement chercher sa ceinture à Ricochet. Là, pour le coup, je serais très étonné qu'il lui prenne pas le titre. Ouais. On va peut-être avoir une petite période de transition en 2 contre 2, avec Gulak qui restera un petit peu en affaire. Bah, comme quoi Gulak, c'est sympa pour lui, ça lui permet de catcher encore un petit peu. C'est marrant parce que moi, Gulak, j'aurais bien vu dans l'équipe de Gunther, en fait. Un mec comme ça qui est un petit peu spécialisé des soumissions un peu dures. J'aurais bien vu comme ça, mais bon, après, il y a peut-être juste faire le nombre dans la rivalité, le temps que Gunther se décide à prendre le titre à Ricochet. Ça brise un peu mon petit cœur ce que tu dis là, parce que moi, effectivement, moi aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un troisième dans ce clan-là d'Imperium, enfin même s'il s'appelle plus comme ça. Mais parce que moi, Fabian Eichner me manque beaucoup, l'italien. Je trouve que j'ai vraiment jamais compris pourquoi il avait été séparé de cette team. Alors pourquoi pas, ouais, Drew Gulak, moi je trouve aussi que ça aurait pu coller. Après le seul truc, bon, c'est un Américain, tout ça, quoi. Ça aurait été bien d'avoir un Européen, un troisième Européen dans cette team-là. Du coup, moi c'est un petit peu mon regret. Après, moi je suis assez content de cette rivalité là, hein. Gunther Ricky, moi ça me plaît vachement quoi. J'aime beaucoup les deux catcheurs dans deux styles totalement différents. Donc moi je suis assez emballé par la rivalité en elle-même. Et pour revenir sur ce que disait Letty à propos de la faiblesse des titres intermédiaires, et ben moi en fait je me dis que finalement si on défend plus le titre US et le titre intercontinental dans les pay-per-view, et c'est ce qui se passe depuis quasiment un an et demi. Le titre intercontinental en est un exemple terrible. Et bah, dans ces cas-là, on les transforme dans des vrais titres télévision, quoi, des titres qui sont défendus dans les weekly, avec les matchs dans les weekly. Et puis voilà, on n'en parle plus de cette histoire de pay-per-view. Mais je ne comprends pas en fait la gestion de ces titres intermédiaires, alors qu'on pourra en faire tout ça. On dit voilà, l'intercontinental et le US dorénavant, c'est des titres télévision, ils seront défendus dans les weekly, voilà, les rivalités se passeront dans les weekly, etc. Et puis point barre. Et je trouve qu'en fait la WWE sur ce coup-là se donne un peu le bâton pour se faire battre, non? Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste qu'ils ont plus d'intérêt pour les titres, en fait, quels qu'ils soient. Mais c'est terrible ça, ce que tu dis là. Parce que même les titres, tu vois, qu'ils fusionnent toutes les ceintures suprêmes, les ceintures secondaires, elles sont plus défendues, elles sont plus mises en avant. Parce que, enfin, c'est le truc, c'est la ceinture, c'est comme ça serait, je sais pas moi, un pins ou un grade de l'armée, mais finalement, les gars, c'est plus une division ou une cible à obtenir, quoi. Le mec est champion, personne va le chercher. Il y a des mecs qui sont dans la carte, ils vont jamais chercher les ceintures. J'en parle souvent de Drew McIntyre, par exemple, hein, qui depuis qu'il a SmackDown, il a jamais eu la quelconque envie d'avoir une ceinture. Voilà, ça fait bientôt, ça fait quoi? Il est arrivé en novembre, donc ça fait 6 mois qu'il est là-bas. Ça s'arrête pas aux ceintures, il est bien. Et puis t'as beaucoup de ceintures qui sont jamais défendues. Tu disais le titre intercontinental pendant un an, peut-être jamais défendu. Pas grave, hein, mais je crois que c'est parce que c'est la période du vent de la WWE qui fait que bah, les ceintures ne sont plus le sujet principal des shows. Roddy Letty, c'est quoi toi ton rapport un peu au titre intercontinental et titre US quoi? Il y a eu des périodes où tu kiffais à fond ces divisions-là ou comment tu ressentais ça toi? Ah, oui, il y a quelques années, c'était quand même bien mis en avant en fait. Enfin, ils étaient dans tous les pay-per-view et puis même en weekly, il y avait quand même des champions qu'on voyait et qui n'avaient pas juste le titre de champion, mais qu'on voyait jamais sur un ring en fait. Ils étaient. Mais là, je suis d'accord avec Papy en fait. Ils s'en fichent. On a l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire, donc on les laisse comme ça. Et puis peut-être que les fans vont oublier que ces ceintures existent. Je sais pas. C'est curieux en fait, je trouve, comme façon d'organiser un peu le roster. Non, on l'oublie pas parce que nous, à Catch Up, on en parle. Et donc tu vois, c'est que les fans l'oublient pas quoi. Donc moi je sais pas quoi. Alors bon, allez. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer maintenant? Et je pense que vous n'êtes pas prêts parce que Ah bah tant pis un alors. nouveau personnage est arrivé. Et ce nouveau personnage, il vient tout simplement dans le bureau de l'officiel, hein, de Adam Pearce, et il va se présenter comme Max Dupri,
Alors êtes-vous prêts pour Max Dupri? Et parce que Max Dupri va nous expliquer qu'il tient une agence de talents, hein, de mannequins. Il recherche des superstars qui pourraient être des représentants et de la Fashion Week et de WrestleMania. Il nous explique qu'il a été embauché par Sonia Deville, hein, avant qu'elle soit destituée de ses fonctions d'officielle. Donc Adam Pearce, il est un petit peu dubitatif. Il lui dit ouais bon écoute, tu sais Sonia Deville, elle a un peu vécu ce que vit la majeure partie des gens à la WWE, c'est-à-dire qu'elle s'est fait dégager d'un poste, tu vois. Elle a été rétrogradée, donc bon, on en a un peu rien à carrer finalement de ton truc quoi. Et mais là, le Max Dupri, il est malin parce qu'il dit que attention, j'ai signé un contrat et donc on va se revoir. Alors pour vous le situer un peu, le Max Dupri, plutôt beau gosse, la quarantaine triomphante, petite chemise, petite veste. Sympa, mais papy, n'a-t-on pas déjà vu cet homme quelque part? Il me semble avoir croisé une nuit à Los Angeles. Ah, C'était une LA Night. ah, Et il me semble que j'avais déjà vu ce gars-là. Mais je sais pas ah. si c'est le même gars dont on parle. Eh bien, il me semble que oui, car Peuple de Catch-Up, si vous n'avez pas vu SmackDown et que vous vous contentez d'écouter Catch-Up, et alors là, dans ce cas-là, on vous fait des bisous interstellaires, eh bien, tout simplement, Max Dupri, c'est LA Knight, oui, oui, l'ancien de NXT, un ancien de la TNA, un ancien de la NWA, un ancien de la Ring of Honor, un mec qui est passé partout sur le circuit indépendant, qui a d'ailleurs croisé Adam Pearce à la NWA, donc c'était assez drôle, finalement, qu'ils commencent ensemble, une espèce de clin d'œil du destin, on se retrouve, je sais pas, au moins 15 ans plus tard, les deux gars se retrouvent à SmackDown dans le plus gros show, dans le monde merveilleux du show bleu. Eh ben, écoute, ça nous promet. Letty, est-ce que tu connaissais notre Max Dupri? Pas du tout. Je viens d'apprendre. Non, pas du tout. Moi, voilà, j'étais juste étonnée. Je me suis dit, bon, voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais ça m'avait pas, C'est voilà, intéressant pas parce que marqué plus que ça. c'est intéressant parce que ça veut dire tu suis pas NXT, donc du coup tu vois d'un œil frais. NXT, c'est vraiment de temps en temps, mais pas Ouais. chaque semaine. Non, pas très assidu à ce niveau-là. Ah mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que comme ça tu vois d'un œil frais, tu vois les arrivées dans le main roster. Et donc voilà, du coup tu vois quelle est ta première impression là quand tu vois un Max Dupri. En plus tu l'as vu, t'as vu que son visage et ses épaules. Donc quelle est la première sensation que t'as eue en le voyant? Bah, sur le coup, je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fout là, déjà? Et puis voilà, après son explication avec Sonia Deville qui l'a embauché, tout ça, je me dis, bon, ben voilà, on va en apprendre, je pense, petit à petit, ça va finir par donner quelque chose. Voilà, peut-être dans un mois, par là. Voilà, chaque semaine, un petit morceau et on Oh verra, bah, quoi. oh oui, en plus la WWE est assez habituée à nous balancer un mec comme ça et puis après Hum, le faire venir pendant des c'est semaines et ça. des semaines, soit dans une cave, soit pour faire des promos, soit bref. Bon, c'est une grande habitude de la WWE. Allez, on Mais retrouve. ce qui est bien, Oui, vas-y, vas-y. ce qui est surprenant d'ailleurs. Alors, tonton, ne balance aucune des rumeurs, s'il te plaît, parce que je sais qu'il y en a qui traînent depuis, qui avaient fait des tests et tout ça avant en dark show. Mais il vient en tant que manager, a priori, quand on se présente comme ça, alors que c'est un catcheur, enfin, pour moi, c'est toujours un catcheur actif, Oui, qui d'ailleurs était assez amusant à NXT parce qu'en fait, il faisait 2 têtes de plus que tout le monde et peut-être 50 kilos de plus que tout le monde. C'est de la grosse barbaque, clairement, clairement. Max Dupri. Donc c'est marrant alors, certes, il est, bah, comme tu dis, il a bien roulé sa bosse, donc il a déjà la quarantaine. Donc peut-être qu'il va directement passer en tant que, parce qu'il a du micro, hein, il est très bon au micro, donc il va peut-être directement passer pour coacher des jeunes, j'en sais rien, c'est la question que je me pose, est-ce que du coup ils vont faire une entourloupe en disant, bah voilà, ton contrat que t'as signé il concernait que toi, pas tes poulains, donc il y a que toi qui va y aller et tu vas le faire catcher, ou est-ce qu'il va vraiment venir avec des petits jeunes qui va encadrer, c'est la question que je me pose la prochaine semaine, et je ne veux pas de spoiler. Ouais, non, non. Alors je lui ai donné la quarantaine, je l'avais un petit peu vieilli. Il a 39 ans exactement, quoi. Mais Ouais. par contre, je suis d'accord avec toi. C'est un beau gabarit, quoi. Et c'est un mec qui a du micro. Euh, c'est un type qui avait eu une belle rivalité à NXT avec Cameron Grimes pour ils avaient sorti spécialement un peu pour lui le Million Dollar Championship et c'est un type qui est ouais en qui moi j'ai plutôt confiance. C'est un mec qui fait 1m88 pour 105 kilos. Je l'aurais même vu un peu plus lourd que ça d'ailleurs et c'est un beau gabarit à voir. Donc c'est effectivement s'il l'utilise en manager, ça
peut être bizarre de plus revoir catcher, mais c'est peut-être aussi un choix. Après, bon, ça, on verra bien la suite. Allez, on revient sur notre fil bleu. Le fil bleu, c'était Kayla Braxton qui était en interview avec l'air Cabro. Voilà, Kayla va leur balancer la sauce habituelle. Les Ouzo, ils ont l'air durs, ils sont sûrs de ce soir. Ça va chauffer pour vous. Riddle, il dit que lui, y a pas de problème. Il a battu Jay et Jimmy en solo toutes les semaines là, ces dernières semaines. Du coup, Randy, il va dire que lui, c'est pareil. Ça, ils savent que voilà, ils vont devoir. Il sait que si les Ouzo perdent, si les Ouzo échouent, pardon, ils vont devoir rendre des comptes à Roman Reigns et que donc ça va se finir comme d'habitude parce qu'ils vont être battus par les 3 lettres les plus destructives du business ouais, je suis con, moi, ça s'arrête là, en fait, effectivement, quoi. Il y avait juste une petite interview, quoi. Voilà. Oui, petite interview à Cabro pour nous les présenter avant le Vainil. Ah, vous étiez chauds tous les deux, là, quand même, parce que là, quand même, ce soir, on nous annonçait un match monstrueux, quoi. Peut-être le plus gros match de l'année concernant la Tag Team Division, quoi. Moi, je me pose la question, à ce moment-là, et ce sera, d'ailleurs, j'en reparlerai quand je finirai le show. À ce moment-là, je me pose la question de savoir est-ce qu'on va vraiment l'avoir ce match-là ou pas, en fait. Parce que, c'est tellement surprenant de le voir en weekly que du coup, bah, je me dis est-ce qu'il nous prépare une entourloupe? Est-ce qu'on va vraiment voir le match? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Enfin voilà, c'est toutes ces questions que je pose. Mais en tout cas, je me dis que jusque là, ça fait très vrai comme lancement de match. D'accord, ouais. Letty, toi, t'avais des doutes là-dessus ou t'étais juste impatiente, en fait, de l'arrivée du main event? Bah, j'attendais le main event avec pas mal d'impatience. Par contre, je me demandais si ça irait quand même jusqu'au bout. Enfin, au niveau du match, je pensais qu'on l'aurait sans problème, mais que peut-être au dernier moment, ils allaient arriver, enfin Paul Heyman ou je sais pas qui ou Roman. Non, finalement, j'ai changé d'avis. On n'unifie pas les titres. Mais le match, je pensais qu'il y avait pas de souci, mais l'unification, j'y croyais pas en fait. Jusqu'au bout, je pensais qu'il allait se passer un truc pour pas le faire. Là. De l'overbooking ou voilà des interférences qui auraient fait on aurait que. pu avoir une disqualification qui faisait que les ceintures pouvaient Et pas ouais. changer. Enfin, tu vois, Oui, voilà. à ce moment-là du show, t'as 12 000 options, quoi. Ou un double décompte à l'extérieur à la con, Voilà. ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin bref, effectivement, il pouvait se passer encore plein de choses, vous avez bien raison, quoi. Allez, on va voir un package vidéo sur ce qui s'était passé la semaine dernière entre Raquel Rodriguez et Ronda Rousey. Au passage, une belle mise en avant avec un beau vidéo package pour notre Raquel Rodriguez. Elle va avoir un match ce soir puisqu'elle va affronter Shotzi et juste avant, il va y avoir un petit segment dans les backstage où il y a Shotzi et Aliyah qui sont en train de se disputer, quoi, parce que Shotzi, elle avait enfermé Aliyah dans les vestiaires pour qu'elle réponde pas au challenge de Ronda. Mais la pauvre Aliyah, elle va tout simplement disparaître du segment parce qu'il y a Raquel qui va arriver du haut de son mètre 80 et qui va commencer à se trash talker avec Shotzi, qui lui dit d'ailleurs quoi qu'elle est le physique d'une guerrière mais que c'est 1m80 de déception, quoi. Et qu'en fait elle est faible. Et l'autre elle a fait what? Je suis faible? Ok, allez viens dans le ring ma cocotte. Et là Raquel et Shotzi elles se retrouvent et pour un match qui va pas traîner longtemps, ça va durer 2 petites minutes 46. Alors Shotzi va avoir quand même un peu droit à de l'offensive et tout ça. Au début elle va même pouvoir un peu essayer de lancer un peu le public sur elle, mais Raquel est bien over et Raquel surtout elle est archi puissante, beaucoup trop puissante pour Shotzi. Elle va placer 2 follow-away slam modifiés d'ailleurs, quoi. Alors je crois que notre ami Christophe a juste à signaler à la Razor Ramon et derrière le spinning corkscrew et son one arm powerbomb qui moi alors là m'a fait wow. Je me suis rappelé d'un Stand and Deliver, mon papy, qu'on avait commenté ensemble, où elle avait passé cette prise donc vainqueur sans surprise, Raquel Rodriguez, qui est en train de s'installer tranquillou dans le main roster du monde merveilleux du show bleu, Letty. Oui, et puis ça fait plaisir de la découvrir puisque donc je la découvre depuis quelques semaines. Elle est puissante, elle est au micro, elle se débrouille pas trop mal non plus, je trouve. Enfin pour le peu qu'on l'a entendu parler. Et ça rajoute quand même quelque chose dans cette division qui est quand même loin d'être au top à SmackDown. Niveau division féminine. Est-ce que tu la trouves crédible, quoi? Est-ce que quand elle arrive, tu vois, est-ce qu'elle te fait penser comme une Bianca Belair, quoi, qui, tu vois, voilà, physiquement, là, Raquel, tu te dis, ça rigole pas dans le ring, quoi. Ah oui, bah physiquement, puis même au niveau du regard, tout ça, enfin, on voit que oui, qu'elle est puissante, elle le sait, et voilà, faut se méfier, quoi, quand on est en face. Hein. Papy, Madame Rodriguez. Madame Rodriguez, bah moi j'avais déjà donné mon avis là-dessus quand elle est arrivée et c'est un peu le même avis que j'avais pour elle quand elle était à NXT.
c'est que je trouve qu'elle a beaucoup beaucoup de qualité sur notamment physiquement dans ses déplacements et les prises qu'elle lance dans le ring, c'est monstrueux. Par contre, je trouve qu'elle a encore un poil de mal à tenir son personnage dans le ring en fait. Et finalement, je suis d'accord avec Chotzi quand elle dit que pour l'instant Raquel elle est trop gentille. Je suis d'accord, moi, Raquel, elle devrait tuer à peu près tout le monde en 2 minutes, quoi. Elle passe trop de temps dans le ring. Et alors, ça lui permet de se former, mais d'un autre côté, moi, j'aimerais vraiment qu'elle soit destructrice à mort, quoi. Enfin, qu'elle soit encore plus impressionnante. Après, et c'est là du coup que j'ai fait mon prono avec Rafa la semaine dernière. Et je me suis bien gouré. Moi, je pensais vraiment que la division féminine allait entièrement tourner autour de Ronda, qui allait enchaîner les Open Challenge en veux-tu en voilà et éclater tout le monde. Et manifestement, alors c'est peut-être aussi du fait de la petite embrouille qu'il y a eu à Raw, mais Raquel, ils ont décidé de centrer un peu l'histoire sur la construction du personnage de Raquel. Euh, Ça me semblait un peu tôt à mon goût. Après, à voir, ça peut-être le faire quand même, quoi. S'ils prennent le temps de faire les choses bien. De toute façon, comme l'équipe disait, la division féminine est tellement pauvre côté SmackDown que ça fait pas de mal qu'ils se décident à construire un personnage. Oui, je suis bien d'accord. Ouais, Ouais. c'est important. Et puis moi, pour le mot là-dessus, c'est que j'aurais une petite pensée pour Shotzi aussi, quoi, parce que bon, Alia s'est fait tellement enterrer dans le segment là que la locardeuse est repartie très très loin dans la locarde. Mais par exemple, Shotzi, moi, c'est un personnage que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un vrai personnage, Shotzi, pour le coup. Alors ça c'est facile de dire qu'elle est green, mais elle aussi elle a besoin de bosser etc. Mais il lui donne du temps d'antenne, c'est plutôt pas mal et faut que ça continue comme ça quoi. Donc mais c'est Raquel là on sent que c'est Raquel le projet et c'est pas prêt de s'arrêter et ça me plaît bien comme ça. Alors évidemment j'ai Vince McMahon qui arrête pas de me téléphoner depuis tout à Qu'est-ce l'heure. qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit Vince? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter les mecs? Vous avez dit du mal des ceintures intercontinentales et US. Ah, ça y est, il a raccroché. Ah, mes amis, on retrouve Xavier Woods en backstage. Il nous explique, lui, il nous raconte de la semaine dernière, hein, puisqu'ils sont en feud avec les grosses brutes Butch, Ridge Holland et Sheamus. Il nous dit que la semaine dernière, Butch a eu la plus grosse victoire de sa carrière, uniquement par le fait qu'il était secondé justement par les deux autres grosses brutasses. Et donc, on va bien voir de quoi il est capable. Ce soir, on enchaîne avec un single match, Xavier Woods versus Butch. Butch, toujours en mode archi agressif, archi énervé, et tout est là dans son gimmick d'ailleurs. Et ça va être un match assez court aussi, puisque ça va durer 3 minutes 28. Euh, tout va être basé sur l'envie qu'a Butch de dévorer, tout simplement, je crois, Xavier Woods. S'il pouvait le poser en brochette sur la plancha, il se gênerait pas. Mais notre ami Xavier Woods, il faut pas oublier que cet ami a été multi-champion tag team. Il a été King of the Ring, c'est pas n'importe qui, et il connaît bien la musique à SmackDown, et la meilleure des musiques à SmackDown, c'est le Small Package. Alors il a même droit à son nom dorénavant, Xavier Woods, j'avais oublié ça, puisqu'on l'appelle son Small Package, à notre Xavier Woods, on l'appelle le Bagwoods, et j'ai trouvé ça assez énorme qu'un mec ait réussi à avoir un nom de finisher sur un roll-up. Victoire de Xavier Woods. Vous connaissez la procédure après le match. Butch va traverser la foule. Sheamus et Ridge Holland vont venir surprendre Xavier Woods devant le titre de tantron. Butch va venir attaquer Xavier par derrière. Ça va tabasser. Et finalement, les deux grands vont prendre le petit, et puis ils vont essayer de le calmer tranquillou, tout en étant hilar. Ainsi s'achève ce segment, mon papy. Donc les Anglais, enfin les Britanniques, continuent leur mode destruction, mais Xavier Woods reste un filou. Et au reste un filou, Xavier Woods a perdu sa couronne. Hein. J'avais déjà vu Il a la semaine perdu, c'est dernière. vrai. Il l'a oublié, mais non, il est plus King Woods. C'est vraiment Xavier Woods désormais. Il est annoncé comme ça aussi. Oui. Je trouve ça un peu le triste parce qu'il avait l'air de prendre son rôle de King of the Ring au sérieux, puis ça a été enterré extrêmement vite cette couronne-là, tandis que tu vois une Zelina Vega qui est Queen Zelina, par contre elle le porte toujours, alors qu'elle a jamais rien fait pour cette ceinture. Bon, c'est les mystères parfois voilà un titre de plus qui disparaît. Hein, il y a pas de titre à WWE. C'est n'existe pas. Et concernant le truc, Woods ouais, qui est toujours l'homme fort du UD depuis quelques temps, qui est un peu comme Riddle et Orton, finalement c'est celui qui gagne les matchs. Et là qui est pris par le nombre.
Je sais pas si on en parle tout de suite ou pas, mais plus tard, en fait, ils referont un segment backstage où Woods est Oui, vas-y. interviewé et il annonce que bah, il redéfie les Britanniques la semaine prochaine et que du coup, bah, comme ils sont que deux, vu que Biggie est toujours blessé, bah, il va trouver un troisième gars, un pote à lui qui va permettre de compléter l'équipe. Donc, bah, je suis impatient de voir ça parce que du coup, moi, je pense que cette rivalité n'est faite que pour un 3 contre 3. Et si I est vraiment blessé longtemps, bah, c'est pas plus mal qu'il fasse comme ce match en choisissant une troisième personne. Et pour le coup, je n'ai aucune idée de qui ça peut être, même si bah, je me demande ça pourrait pas être McIntyre qui a tellement été hop éjecté du main event que ça lui ferait pas de mal de retomber sur cette rivalité-là. Letty, t'aimes bien les protagonistes, on va dire là, de cette rivalité là, les New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston, tout ça, face à nos Britanniques là, Butch, Sheamus, Ridge Holland, c'est un petit nouveau aussi lui. Oui, après, enfin, je les aime bien un petit peu tous, en fait, ça va. Enfin, je trouve qu'ils sont dans leur personnage, il y a pas de souci. Après, là où, ouais, c'est bien, je suis d'accord avec Papy que ça arrive à un 3 contre 3 parce qu'en fait, là, avec les semaines, ça tourne un peu. Et toujours la même chose, en fait. Voilà, il s'énerve, Butch, il part dans le public, il revient, enfin, ils le retiennent. Ça se répète, en fait. Et dans la mesure où Biggie est blessé, enfin, ça fait quand même un moment maintenant. Je trouve qu'ils ont mis quand même longtemps avant de se dire qu'il fallait le remplacer, en fait. Mais j'ai hâte de voir, par contre, qui est la troisième personne. Et je pense que McIntyre, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, pourquoi pas McIntyre, ouais. Ouais, je crois qu'après le problème c'est que Xavier Woods comme Kofi Kingston a aussi chopé une blessure pendant un laps de temps, ce C'est qui les ça, a ouais. encore retardés. Et je pense aussi qu'ils espéraient quand même que Biggie ça soit moins grave et qu'il revienne beaucoup plus vite. Mais malheureusement, hein, tous les reports sur Biggie disent que là il est out pour encore un sacré paquet de temps, quoi. Quelques mois, ouais. Ouais. Donc ouais, malheureusement pour Biggie, c'est triste, mais voilà, ça a été archi sérieux là, et donc il va falloir attendre. Donc pourquoi pas, mes amis, le bel homme. Voilà, moi je suis totalement favorable à ces idées. Allez, on arrive sur l'affaire de la semaine, avant d'attaquer notre main event, parce que Michael Cole. Alors ça, moi je suis très curieux d'avoir votre avis à tous les deux là-dessus, puisque Michael Cole a annoncé en direct à la télé que donc Sasha Banks et Naomi étaient suspendus, qu'un tournoi par équipe allait donc couronner des nouvelles championnes dans cette division féminine, et il a ajouté également que voilà, que les Sasha et Naomi avaient déçu des millions and millions de fans, etc. Enfin, a eu presque un, comment dirais-je ça, presque donner presque un avis personnel, même si je pense que c'est pas du tout le cas, hein. Mais c'était assez, en tout cas assez étrange. J'ai trouvé que c'était assez étrange de la part de Michael Cole, avec un Pat McAfee totalement silencieux, qui ça tout se passait sur son visage et ses yeux. Et donc voilà, donc ça y est, c'en est bien terminé pour le titre par équipe féminin. Ma Roddy Lady, c'est un petit peu tristounet tout ça. Et puis alors j'ai envie de te dire, un tournoi par équipe chez les filles, ça va être compliqué pour nous faire un beau tournoi et trouver suffisamment d'équipes. Oui, ça va être plus que compliqué, même. À mon avis, s'ils trouvent 4 équipes, ce sera déjà pas mal. Mais moi, je suis encore un peu choquée, en fait, par cette histoire parce que, bah, un peu comme vous l'aviez dit dans la review de Raw, je pensais que c'était un work, en fait. Ou que ça allait le devenir, voilà, ils allaient trouver un accord et voilà. Et je pensais vraiment pas que ça en arriverait là parce que là, visiblement, enfin, ils ont retiré le merchandising, ils ont retiré un peu tout, en fait, ils les ont enlevés de partout. Naomi a enlevé, je crois, toutes les mentions à la WWE sur tous ses comptes réseaux sociaux, tout ça. Enfin, je suis un peu étonnée, en fait. Je pensais pas que ça en arriverait là et qu'ils se sépareraient de deux championnes, en fait. Ah, ils s'en sont pas séparés. Ils ont annoncé une Oui, elles sont suspension. suspendues, Elles sont mais bon, suspendues. Mais tu as voilà, raison de préciser que effectivement, toute mention en fait de Sacha et Naomi ont été retirées à la WWE, que ça soit le roster, le merchandising, les réseaux sociaux, etc., c'est etc. ça. Elles ont disparu. Elles ont été cancel, comme disent les jeunes. La cancel culture a frappé. Et après, Letty, sur un avis personnel à toi, Sacha et Naomi, comment tu l'as ressenti ce no-show de lundi? T'es plutôt dans leur sens? Comment tu le ressens? Après, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, enfin, à part ce qui a été dit, comme ça, j'ai pas regardé sur les réseaux si des choses s'étaient dites ou pas, mais
Après, qu'elles soient pas d'accord, bon, bah, c'est une chose. Après, elles auraient pu quand même rester ou s'exprimer, enfin, je sais pas, trouver un arrangement ou autre chose. Surtout que si elles étaient effectivement destinées chacune à aller chercher une championne, je comprends pas trop de quoi elles se plaignent en fait. Ouais, J'ai ouais, ouais. un peu de mal avec ça en fait. Ouais, je comprends, ouais. Papy, toi, de ton côté, comment tu ressens cette affaire, cette fameuse affaire? On en a parlé déjà un peu ensemble pour Monday Ouais. Night Raw. Bah là j'ai rien de plus moi, par rapport à l'affaire en elle-même. De toute façon, on n'en sait pas plus, donc je vais pas trop comment dire me projeter là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement le segment du soir et du coup, alors Michael Cole qui fait l'annonce. Alors Michael Cole est un employé, par contre c'est pas l'employé lambda. Je pense Michael Cole, il est plutôt bien placé, avec un rôle important au sein de alors, pas de la direction de l'entreprise, mais par contre, je pense il fait pas. Si dans une entreprise, on dirait que c'est un des cadres de l'entreprise, Michael Cole. Ouais. Et donc du coup, je pense que c'est pas anodin que celui qui prenne le micro, qui gère un peu l'affaire. Tu vois, c'est pas comme Corey Graves qui aurait répété directement ce qu'on lui disait en direct. Là, Michael Cole, c'est bah voilà, tu reprends la boîte, c'est toi qui fait le truc et il fait le truc. Et d'ailleurs, bah McAfee, il disait qu'il a pas à réagir et bah il écoute juste et il finit juste par un OK, c'est bon. Et puis hop, il passe à autre chose quoi. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait ce segment-là à passer, puis il l'a laissé passer. Ça n'empêche que ça peut très bien revenir sur du kayfabe, même si c'était pas le cas à la base. Ils peuvent très bien dire justement, bah, enfin, l'histoire de la perte des ceintures, ça peut très bien être dans une histoire à raconter. Euh, Demain, ils peuvent très bien leur virer tous les sponsors, enfin les ventes, les machins, tout ça, et puis qu'elles reviennent en mode vengeuse, style, bah voilà quoi, on nous a tout retiré. Euh, on repart de zéro, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'ils peuvent toujours, quoi qu'il arrive, rattraper le coup derrière s'ils ont envie. Après, c'est peut-être aussi l'effet inverse, et c'est pour ça que enfin, voilà, tu vois, c'est compliqué d'en parler. C'est peut-être aussi qu'ils veulent officialiser les choses, parce que dans le cadre d'une rupture qui serait assez violente, peut-être qu'ils ont besoin d'acter certains trucs. Après, enfin, tu vois, je me dis ça, mais d'un autre côté, la WWE jusque-là, ça les a jamais trop embêtés de virer des gens sans trop de motifs, quoi. Donc pourquoi ils prennent autant le temps de mettre les motifs sur la table, j'arrive pas trop encore à me le définir. Moi, je pense que c'est toujours possible qu'ils puissent rattraper le coup avec une histoire qui rebondit sur l'affaire. Par contre, elles vont prendre cher. Ça, c'est un peu ce que je pense quand même. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler à l'antenne de toute façon parce que cette affaire elle est loin d'être terminée parce que entre le SMIWork, moi je maintiens ma position, hein, j'arrive pas à croire que la WWE se sépare de Sacha et de Naomi. Mais pour moi cette suspension, elle était finalement logique. Ça, ce côté-là. Moi j'ai surtout été étonné par ce qu'a dit Michael Cole. Après tout le reste, si vous voulez, pour moi il y a pas de problème. On a un tournoi maintenant. Je suis curieux de voir combien d'équipes vont être impliquées dans ce tournoi. Le titre est vacant, c'est parti. Moi, ça me va tout à fait. Voilà, elles prennent une sanction, elles perdent leur titre, tout ça. Moi, pour moi, il y a aucun problème là-dedans. Moi, c'est vraiment, je reste sur Michael Cole focalisé. J'ai été étonné du ton qu'il a pris, parce que pour le coup là, moi moi je me fais double ration. Hein. J'ai regardé la version en VO et la version française. Et vraiment dans la version originale, Cole vraiment utilise un ton. Tout est vraiment particulier et je me suis vraiment dit waouh quand même là c'était là je me rappelais pas d'avoir entendu voilà une annonce comme ça faite de cette manière-là en plus à SmackDown qui est le plus gros show de catch de la semaine le plus regardé dans le monde donc c'était quand même assez incroyable et bah écoutez c'est parti la suite au prochain numéro comme dirait le plus chaud des Philippe Chéreau. Allez on y va on est parti ça y est les amis on est au main event de ce SmackDown, le Tag Team Unification Titles Match. Les titres de Raw et de SmackDown sont dans la balance. Les champions sont là aussi. On va avoir... Grand Rapids a été cool hein, pendant le main event. Hein, le public était archi chaud. Là, franchement, version originale ou version française, tout marchait bien. C'était chaud. Les RK-Bro font une pop monumentale, stratosphérique en arrivant. Les Usos prennent la hit qu'il faut. Ils avaient des sneakers que j'adore. J'adorais vos pompes, les Usos. Et
Et le match est parti et on va avoir un match quasiment de 14 minutes. Alors moi je vous avoue j'en aurais bien pris direct, hein, je vous le dis, Peuple Catcher, vous avez l'habitude avec moi j'aurais bien pris 10 minutes de plus parce que là on avait un match de pay-per-view quand même quoi. Et ça va s'envoyer dans tous les sens. Toute la stratégie des Usos pour prendre une hit absolue avec Riddle pour qui on va avoir une petite peur hein, parce que il va se prendre sur un jeté de Jimmy Uso contre le turnbuckle, il va frapper lourdement entre les omoplates, je crois. Et on a la sensation que c'est un peu legit, hein, qui se fait quand même vraiment mal. Il y a un espèce de moment de flottement. Randy va même rentrer sur le ring un peu pour protéger de la vindicte des Usos qui veulent continuer à faire de la bagarre. Mais non, ça se marche pas comme ça, les gars. Finalement, Riddle va revenir dans le ring et va être quand même bien courageux, va réussir à passer un gros hot tag à Randy qui là va nous passer un modèle de signature move avec son power slam, son DDT de la deuxième corde. Bref, tout se passe très bien. Tout se passe tellement bien qu'il va pouvoir placer son RKO sur Jimmy, mais il y a Jay qui sera là pour venir casser le tombé. Là-dessus, Riddle et Jay vont se retrouver confrontés dans le ring, et c'est Riddle qui à ce moment-là va commencer à claquer toutes ses trademarks, hein, son genou, sa clothesline, la totale, les références à Randy, grosse pop derrière, il va placer son neckbreaker. Jay, lui, il va réussir à s'en sortir, va tenter de porter un slash, mais Riddle va monter sur le turnbuckle et va tenter de nous refaire un spot qu'ils avaient déjà fait, je crois, au dernier Raw ou à WrestleMania, enfin je sais plus. Enfin bref, le même spot, mais sauf que là, Paul Heyman va venir distraire l'arbitre à ce moment-là et va laisser tout le temps nécessaire à qui donc? Eh ben tout simplement à la tête de la table pour venir intervenir, parce que s'il y en avait un qu'on savait bien qui traînerait dans le coin, c'était bien la tête de la table. Et du coup, Riddle va tomber lourdement de la troisième corde après avoir tenté quand même un RKO. Jay va porter son splash pour la victoire. 1, 2, 3. Nous avons des New Tag Team Champions of the World. Les Usos sont champions de Raw et de SmackDown. À la fin, la Bloodline va attaquer le RK Bro. Hein. Ça va se terminer avec un splash de Jay encore de la troisième corde à travers la table des commentateurs. Grosse célébration sous une bronca énorme du public de Grand Rapids. Ça y est, c'est fait. On a des nouveaux champions par équipe et cette fois, ils vampirisent les deux shows, le show rouge et le show bleu. Alors, messieurs, dames, est-ce que ça me fait bizarre de dire à catch-up, messieurs, dames, est-ce que vous avez, et c'est un plaisir formidable, et est-ce que vous avez acknowledgé nos nouveaux champions par équipe, ma chère Letty? Alors, j'ai trouvé le match vraiment super. Franchement, c'était au niveau d'un pay-per-view, en fait. Il y avait tout ce qu'il fallait. Le public réagissait de feu, en fait, pendant tout le long. Après, bon, bah, le résultat, on se doutait bien que de toute façon, notre ami Roman allait débarquer. Ça, c'était obligé. Après, acknowledge les champions, pas trop, en fait. Pas J'aime trop? bien, j'aime bien la Bloodline, j'aime bien les Usos déjà avant, au début de leur carrière, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée d'unifier les titres, en fait, moi, c'est avec ça surtout que j'ai un souci, en fait. Je me dis, bah, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les titres sont déjà tellement peu mis en valeur, quels qu'ils soient, que là, de donner tous les titres à trois mecs, je trouve que c'est un peu beaucoup, en fait. Il n'y a pas trop d'intérêt derrière, je pense. Et tu trouves que c'est too much? En fait, je sais même plus si c'est too much, ouais, parce qu'en fait, ça fait un an que je me dis que c'est too much à chaque fois. Et au final, je commence à me poser la question si c'est pas juste la nouvelle façon dont ça a tourné pendant peut-être 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, avec bah, une faction qui sera au-dessus de tout, au-dessus même des titres. On leur donne quand même, hein, parce que c'est comme faire plaisir quand même aux gars, mais je sais pas comment le dire, mais t'as l'impression que bah ils sont au-dessus de tout le Bloodline et qu'on leur donne tous les titres histoire qu'ils en fait c'est pour qu'ils aient tout l'or sur eux, mais c'est même pas les titres le plus important. Finalement, le plus important c'est de dire que la Bloodline est au-dessus de tout et limite invincible en fait. Et là-dessus, je me dis, alors c'est dangereux parce que derrière tu as absolument rien qui se construit. Et, on en parle souvent, c'est comme comment dire, dommage de pas avoir de division intermédiaire. Là, t'as plus de division tag team, t'as plus de division homme, t'as les divisions secteur secondaire n'existe pas chez les femmes. Bah, on en reparlera dans le mot de la fin, mais où était Ronda? Où était Ronda ce soir?
Donc c'est complètement désert, mais en même temps, t'as l'impression que c'est la patte de la Bloodline sur SmackDown et que SmackDown c'est chaud la Bloodline en fait. Et vous branchez à la télé pour regarder la Bloodline. Et puis bah j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à faire en sorte que pour l'instant ça marche quoi, parce que enfin j'ai pas regardé les audiences depuis longtemps, mais de mémoire elles tiennent toujours. Ah oui, oui, oui. En pay-per-view ça fait un carton à chaque fois et on a des beaux matchs en plus donc voilà, d'un côté ça me dérange, mais de l'autre côté je me dis bah ça marche en fait leur connerie. SmackDown pète les 2 millions de vues toutes les semaines, hein, sans problème, quoi. Hein, Ouais, voilà. donc Et ça bien fonctionne, plus, hein. c'est Eh oui. c'est Ah ouf non, quoi. Ça y a fonctionne. pas de problème, y a pas de problème sur les ratings. La Bloodline a pas entraîné de perte de ratings et Roman Reigns est à son apogée. Il a jamais été aussi populaire, il a jamais été aussi puissant. Bref, moi, écoutez, je suis partagé, c'est-à-dire que d'un côté, moi j'ai trouvé qu'on avait un fantastique match, un vrai beau match de catch de pay-per-view, digne d'un pay-per-view, digne d'un PLE. C'était vraiment fun, quoi, vraiment, voilà. Avec, alors évidemment, les heels ont healé, les heels ont triché. Alors j'ai vu que ça se plaignait grave, hein, ouais, ils savent pas gagner autrement qu'en trichant, etc. Ben oui, c'est la vérité, mais c'est ainsi est fait le catch et c'est depuis la nuit des temps comme ça. Ceux qui n'avaient absolument pas cru à une arrivée de Roman Reigns à SmackDown, eh bien, je suis désolé pour vous, hein, mais pour moi, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Oui. Donc, de toute façon, pour moi, il y avait strictement aucune surprise à l'arrivée de la tête de la table. Ça n'a pas empêché que j'ai trouvé le match super. J'ai trouvé, en fait, sur l'enchaînement justement de la fin, sur la fameuse tricherie, bah finalement, du coup, tout ça, c'est assez legit. Paul Heyman, il fait ce qu'il fait d'habitude. Il vient distraire l'arbitre, il vient taper la discute, il vient interférer, et ça permet tranquillement à la tête de la table d'arriver discretos et puis d'en finir comme ça en finit. Moi, je veux rappeler les qualités énormes des 4 catcheurs entre les cordes et Main Event Jay en particulier, quoi. Je trouve qu'il est pour moi qui est le meilleur des deux frères et vraiment qui est incroyable, quoi. C'est lui, hein, d'ailleurs, qui a le pin final, hein, toujours, hein, de toute manière dans l'équipe, hein. Et pour moi c'est un des plus grands, enfin, de toute façon les Usos c'est l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Pareil, voilà, il y a pas, pour moi il y a pas, et voilà, je vois le catch depuis assez longtemps comme ça. Et franchement, c'est une équipe fantastique. Et donc, pour moi, quelque part, il mérite totalement d'avoir ce titre. Mais je vous rejoins sur le côté, ouais, mais là, c'est un peu too much, quoi, effectivement. Les RK-Bro, ils étaient dans une telle pop, ils auraient pu encore garder un peu ces ceintures, etc. Et avec les doubles ceintures, je pense qu'ils auraient fait des très beaux champions et que le public de SmackDown aurait été ravi d'avoir Randy Orton et Riddle venir les vendredis soirs. Donc peut-être que c'était pas forcément une opération terrible. Mais je crois que la WWE a été frileuse et elle avait pas envie de devoir se lancer dans du booking comme ça et de devoir surtout se lancer dans un booking où Roman Reigns aurait un peu trop tabassé ses frangins et tout ça. Ça aurait, je pense que ça collait pas, en tout cas dans les idées de la WWE pour la suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi les champions. Bah écoutez, de toute façon, on va pouvoir le décider facilement si c'était bien ou pas grâce, ma chère Letty, pour la première fois dans ta carrière de chroniqueuse de catch-up, ton top flop note, et ça concerne SmackDown, c'est à toi. Donc tu donnes une note sur 5 étoiles, tu peux faire des virgules, et puis ton top flop, c'est comme tu veux. Eh bien, je vais commencer par mon flop. Du coup, ce sera plutôt, enfin, pour quelqu'un qui n'était pas là, justement, Papy en parlait tout à l'heure, c'est Ronda. Où est-ce Ah, qu'elle est? elle m'a Voilà. volé mon flop. Ronda, Je suis désolée. Ah, c'est pas sympa, les filles, franchement. Alors là, Scandale, voilà, on arrive au top Rien, flop là, note et c'est le scandale. terminé là. Alors là, tu vas voir, le prochaine fois que tu viens au studio, il sera fermé. C'est même pas la peine là. Bon, bah, je vais rendre le micro en partant. Je laisserai tout, il n'y a pas de souci. Alors, Mais vas-y. Explique-nous. oui, bah, elle est championne depuis, ça fait quoi? Ça fait 10 jours et elle est déjà plus là. Enfin, voilà, on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, les champions qui sont pas du tout mis en avant. Et ouais, enfin, moi je regrette qu'elle soit pas venue au moins. On partait sur sur une bonne initiative avec tout ce qui était. Euh, je trouve plus mes mots. Je suis désolée. Tu veux dire par rapport à la victoire non mais tu Oui, parles de la voilà, victoire de Le Ronda challenge, Rousey, sa les victoire de la semaine challenges. dernière, l'Open Challenge et tout Ouais, ça. ouais. Et elle est tout de suite plus là. Enfin, j'ai trouvé ça un peu gênant de mon côté. Après, le top, ben, ce sera le main event, hein, puisque c'était quand même un super match hein, qui a été bien mené par tout le monde et puis sans
sans fausse note, on va dire, puisque Roman, effectivement, de toute façon, enfin, c'était couru d'avance. On savait très bien, ce serait pas un match de la Bloodline si il n'y avait pas une intervention. Ce serait pas normal. Et puis ma note, je vais dire un bon 3,75 quand même pour ce show. Papy, on dit à Thémis, c'est à toi. Ah, c'est de la bonne note, ça. Ah, Alors, c'est de la bonne note, ça. mon flop, du coup, je suis embêté, là, parce que je voulais vraiment le donner à l'absence de Ronda, mais je vais le garder quand même, du coup, tant pis, on va avoir un flop commun. Parce que, ouais, moi aussi, je suis dérangé, là. Je pensais vraiment que Ronda allait, alors, c'est marrant parce que quand Ronda a pris le titre, je me suis dit, oh là là, ils vont galérer avec Ronda championne, elle est pas prête et tout. Il faut lui mettre un adversaire de valeur, sinon ça va pas le faire. Finalement, elle part sur un open challenge où elle affronte des petits jeunes. Et je me dis, oh tiens, bah finalement voilà, ils veulent tenter le coup avec Ronda et puis elle-même, elle assure un peu, elle a l'air souriante et tout. Je dis, bon allez, on va laisser une chance au produit. Et boum, la semaine suivante, directement, elle, elle n'est pas là. Donc, je comprends pas ce qu'ils font avec elle. C'est un peu dommage. Du coup, il y a le niveau féminin était très très court sur ce show parce qu'on a eu que le Raquel versus Shotzi, en plus vu qu'il n'y a plus de ceinture tag team non plus. Donc c'est-à-dire que chez les filles, t'as vraiment plus personne, quoi. Donc ça faisait vraiment désert. Hein. C'est la division féminine m'a semblé très très pauvre ce soir. Hein. Et pourtant les filles n'ont pas démérité. Hein. C'est vraiment pas pour ça que je dis ça, mais c'est plus en termes de profondeur. Quoi. T'avais trois filles sur la soirée. Mon top du coup, c'est mon flop, mon top. Alors comme je vais pas le donner au main event, je vais le donner au Baron parce que le Baron il m'a fait plaisir. À pic parmi là, il était tellement détestable qu'il m'a fait plaisir. Et donc je lui donne un top et puis je me dis qu'il y aura pas souvent des tops dans l'année le brave Corbin donc je profite pour lui en donner cette fois-ci. Et ma note c'est une bonne note aussi parce que le show je l'ai suivi de bout en bout parce que j'étais impatient de voir ce main event. Le main event, il m'a agréablement surpris parce qu'ils sont allés au bout de l'idée. J'aime bien citer Ringside sur ce sujet-là, mais c'est parce je pense qu'il a raison quand il dit, de toute façon, la WWE, il peut avoir des bonnes idées, il peut avoir des mauvaises idées, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'ils aillent au bout pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Et voilà, là avec la Bloodline, ils vont vraiment au bout du bout. Je ne sais pas si c'est pas dangereux. Moi, alors j'ai pas assez. Peut-être que toi, tonton, tu auras plus de souvenirs que moi sur la NWO, la WCW qui, pareil, était à un moment omnipotent et prenait la main sur l'ensemble du show. Est-ce qu'on va pas tomber sur ça avec un show de SmackDown qui est devenu le show de la Bloodline? C'est-à-dire que maintenant, si t'appelles la Bloodline, le show n'existe pas, t'as absolument rien derrière. Je sais pas, mais en tout cas, ce show-là, il m'a fait plaisir. Et donc, tiens, allez, pour bien accueillir Letty, je vais la suivre et je vais donner aussi un 3,75 sur ce show. Belle note. Écoute, ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur le principe de la NWO. Oui, oui, il y a eu cette période là où ça a vampirisé complètement Nitro et ouais, c'est comme ça, mais il y a des périodes dans le catch comme ça où il y a des factions monstrueuses, quoi. Tu vois, je vous rappelais quand même, il y a pas si loin de ça, de nous, il y avait quand même le Shield à une époque, quoi, qui a détenu pareil les ceintures par équipe, des ceintures de champion US, des ceintures de champion du monde. Ils ont même les mecs étaient trouvé le moyen d'être 3 fois champion du monde dans un même pay-per-view. Je crois que c'était à Money in the Bank, je sais plus quelle année. Donc il y a eu un moment où et la NW c'est pareil, il y a eu un peu des départs, un peu des trahisons, etc. Mais les mecs continuaient à garder, à monopoliser des ceintures, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un espèce de pinacle, quoi. C'est-à-dire que là, il y a la Bloodline qui est sortie de terre avec l'arrivée avec l'arrivée de la tête de la table à SummerSlam 2020, ou c'était pas SummerSlam, je sais plus c'était quel pay-per-view, et en top heel. Depuis les Usos sont arrivés dans l'affaire, il y a eu quand même cette rivalité, moi que j'ai trouvé superbe avec Jay, qui a lancé totalement le personnage Roman Reigns sur les rails de la illitude absolue. Et effectivement, ils mettent le paquet et tu as raison, papy, ouais, ils vont au bout de leur idée, quoi. Là, on sent vraiment que là, c'est leur truc, que la Bloodline, c'est leur objectif et qu'ils bossent pour ça et donc ils vont jusqu'au bout, quoi. Et ça, quelque part, je trouve ça respectable parce que qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on n'aime pas, etc., etc. On peut pas leur reprocher de continuer dans
dans ce qu'il pense être le meilleur. Et c'est comme ça que ça marche. Et comme on l'a dit, les ratings de SmackDown, ça baisse pas. Au contraire, tout va très bien. Les pay-per-views, c'est des cartons absolus. C'est la plus grande fédération de catch mondiale, la WWE. Et c'est comme ça. Et on doit acknowledge actuellement nos champions. Mais moi, je désespère pas. Je me dis effectivement qu'on va pas pouvoir repartir encore pour une année complète comme ça, avec une bloodline qui vampirise. Il va y avoir fatalement là des twists. Il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir des mecs qui vont se positionner. Mais là, en fait, on est en plein dedans, quoi. En fait, on est dans l'œil du cyclone, là. Là, on va bientôt en sortir. Et là, vous allez voir, les amis, il y a plein de gens qui vont arriver. Et donc, je vais en profiter pour balancer mon top flop note. Mon flop, écoute, papy, je vais aller totalement à l'inverse de toi, puisque moi, je vais le donner à Happy Corbin, quoi. Ce mec fait de l'anti français, en direct à la télévision américaine, en cassant un trophée dédié à André le Géant. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Et puis je trouve, moi, j'accroche pas, hein, mais c'est pas une surprise, hein, sur Catch-Up. C'est pas la première fois que je le dis. Et là, franchement, alors là, en plus, se coltiner un Happy Talk où il est tout seul, où il se passe rien avec personne, eh ben, alors là, non, merci, c'était vraiment pas mon kiff. Donc, Happy Corbin, au lieu de prendre du temps d'antenne aux autres, reste en backstage, quoi. Écoute, hein, voilà, hein. Bon, ça serait bien. Puis, comme vous, quasiment, enfin. Le top, je vois pas comment je peux faire autrement que de le donner au main event. Le match était superbe, quoi. C'était un régal, quoi. Un vrai grand beau match de Tag Team Division. En ce moment, moi, je me régale avec les matchs de Tag Team Division, que ce soit à la AEW ou à la WWE. C'est quand je vois des matchs pareils, je me dis c'est cool d'être fan de catch, quoi. Vraiment moi je vous dis, hein, j'aurais pris bien 20 minutes de match, là ça m'aurait posé aucun souci, quoi. Donc c'était cool. Puis ma note va être haute aussi, hein, du coup. Et puis là je vous vois à 3,75 les deux et tout ça, je me arrête, est-ce que je vais me mettre à l'équilibre quand même avec mes partners of the day? Bah ouais, allez, je vais me mettre à l'équilibre et je vais mettre un 3,75, comme ça on termine une review dominicale parfaitement à l'équilibre, parfaitement, mes amis. Voilà, ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown. Peuple de Catch-Up, si vous voulez nous rejoindre, c'est simple, rejoindre la communauté sur le Discord. Tous les liens sont en description de notre vidéo YouTube. En ligne, vous avez le Monday Night Raw de cette semaine, le comptoir du catch avec Roddy Letty et avec l'Archange Géliel. Vous pouvez nous rejoindre sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Spotify, j'ai perdu les noms à force. Papy, tu devrais les connaître par cœur depuis le temps, c'est un scandale. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, la Foucasse. Voilà, exactement, ouais, tout ce bazar. Tout ce bazar de podcast, personne connaît, voilà. Ouais. Faut le dire les choses. Et pareil sur les réseaux sociaux. On répète à chaque fois les noms, mais on sait pas ce que c'est, nous. Ouais, c'est pareil sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, bref, on est partout pour nous trouver. Il ne me reste plus qu'à remercier, écoutez, les chroniqueurs of the day, en l'occurrence, mon papy. Merci, papy. Mais merci à toi, tonton, de m'avoir invité pour une frite de week-end. Et du coup, merci à Letty d'avoir complété cette frite week-end, la frale. Merci à notre rookie, merci Letty. Merci tonton, merci papy de m'accueillir dans votre équipe. Allez, on vous fait des bisous, peuple de Catch-Up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à longe plein la face. Salut Letty. Salut tonton, salut à tous, salut papy. Salut papy. Salut tout le monde. Et salut peuple de Catch-Up. Papy et Corbin, c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux, quoi? Il était tellement méchant que je me suis vu dans son regard.